Alors, on va passer à la suite avec Benjamin Saglio qui va nous parler des limites et solutions pour générer des mises en page détaillées depuis QGIS. C'est bon. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Benjamin Saglio, donc cartographe géomaticien à Biotope depuis 8 ans. Donc, je vous présente rapidement la société, ça va faire écho à la présentation d'avant, puisque Biotope est un des premiers bureaux d'études biodiversité et écologie en France. Voilà, c'était un bureau d'études, une maison d'édition au départ, fondée par 3 passionnés. Et maintenant, c'est un peu grossi. Une vingtaine d'agences en France métropolitaine, 4 agences outre-mer, et puis surtout maintenant des filiales à l'international, des filiales thématiques aussi pour des gens d'Aquascope qui sont ici présents dans la salle aussi, que je salue, sur l'hydrobiologie, sur la renaturation des sols, sur l'installation de nichoirs, etc., la compensation et plein d'autres sujets, des détections marines avec des partenaires britanniques et allemands aussi. Voilà. Vous regarderez sur le site, vous en saurez beaucoup plus, parce que je ne suis pas le meilleur des commerciaux de Biotope. Voilà. Au niveau de notre écosystème SIG, donc, bon là c'est pareil, je voulais que ça s'anime, mais c'est pas grave. On utilise pour les mêmes raisons qu'un peu tout le monde ici, des logiciels libres, pour des raisons évidemment financières, mais aussi de souveraineté, parce que quand on est une boîte privée, on n'a pas envie que demain les factures augmentent soudainement. Et aussi parce que c'est un domaine, les métiers, le domaine de l'écologie, les métiers des naturalistes, etc., où il y a beaucoup de gens qui ont une compétence QGIS grâce à la formation. Donc c'est pas aberrant de mettre des QGIS dans les mains d'à peu près tout le monde. Donc tous nos postes, tous nos collaborateurs, chefs de projet, experts, etc., ont au moins un QGIS sur leur poste. Alors j'ai mis LTR 334 pour 2 raisons. Un, pour vous expliquer que sur la suite de ma présentation, il y a des choses qui sont valables en 3.34, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont être contredites parce qu'on n'utilise pas des versions plus récentes et qu'il y a peut-être des options nouvelles que je n'ai pas pris en compte dans ma présentation, mais aussi pour vous dire qu'on a fait un choix, comme on a beaucoup de collaborateurs, vous l'avez compris. En fait, on essaye chaque année, généralement on fait ça l'hiver, parce que c'est le moment où il n'y a pas trop de terrain pour nos experts, on essaye de redéployer une version similaire à tous les postes. Donc une LTR forcément, mais on ne prend pas toujours la dernière en cours. Donc par exemple, on a fait un déploiement en janvier et on s'est dit on ne va pas déployer la 340 parce qu'on est aux premières versions et qu'on a la 334 avec les derniers fixes, la 334.15 qui était libre. On va se dire, on prend volontairement chaque année une version de retard, mais on travaille tous dessus et on a une compatibilité comme ça assurée dans nos projets, ce qui fait que n'importe quel collaborateur ou collaboratrice peut reprendre le projet de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, c'est un choix intéressant que je voulais vous partager. Bon, sinon, on est sur plein de technologies libres aussi. Donc QFIT, je ne vais pas en reparler parce que Célestin. Augustin. Bref, allez, tout faux. L'ont très bien fait. Juste dire comme on sponsorise un peu le projet, qu'on est content d'avoir sponsorisé des fonctionnalités, notamment le tracking en tâche de fond, là récemment, qui est apparu sur QFID. Voilà, l'ISMAP aussi, on l'utilise beaucoup sur nos études et on l'apporte aux clients. Donc évidemment Postgre, PostGIS, R, Shiny, GeoOrchestra, tout ce qui est Git et Gitty. Et puis Apashop aussi, parce que voilà. Et puis au bout là-bas, tout là-bas, on avoue, on a encore un peu de logiciels propriétaires, notamment pour tout ce qui est environnement Microsoft, pour le stockage, le partage, la diffusion de nos données. Un peu de FME aussi, même si on essaye de passer à d'autres solutions. Et puis ArcGIS aussi, parce que des fois, c'est encore dans les cahiers des charges de nos clients, et qu'on se doit de travailler sur ArcGIS et de leur faire des rendus à ArcGIS, projet, GDB, etc. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui concerne tout le monde. Là, ce n'est pas spécifique de l'écologie. On en a déjà un peu parlé ce matin, très bien. Donc, comme beaucoup, on est amené à faire un grand nombre d'atlas, de fiches, etc., des documents volumineux. Donc, chez nous, ça se traduit beaucoup par des atlas communaux, des atlas autour de périmètres de gestion, d'opportunités foncières, mais aussi les sondages des stations de suivi, des choses comme ça. Donc, on en produit beaucoup tout au long de l'année, qui sont souvent lus par 3 personnes. Des documents de 300 pages que liront réellement 3 personnes dans des services instructeurs.
mais c'est pas grave, et ça fait partie du jeu, et il faut qu'en plus elles soient de qualité, et qu'on soit capable de rapidement les mettre à jour, parce que, évidemment, comme un peu, j'imagine, pour vous tous et toutes, il y a des reprises, des changements d'hypothèses, des compléments qui arrivent en cours de route. Donc, vous le savez tous, QGIS est quand même très doué pour nous aider dans toutes ces tâches, parce qu'il gère évidemment un grand nombre de contenus, voilà, tables, images, texte, HTML, etc., qu'on peut faire des documents de plusieurs pages, qu'on peut décliner en mode atlas, etc., que certains contenus certains objets, leur contenu se synchronise avec une carte. Évidemment, on peut mettre plusieurs cartes dans une même mise en page, ça vous le savez, je pense, je ne vous apprends rien. Nombreux réglages, paramétrables avec l'éditeur d'expression. Donc moi, l'objectif, c'est pas de vous apprendre des choses complètement nouvelles, c'est notre expérience, les pistes qu'on explore, les solutions qu'on a trouvées sur certains problèmes, et voilà, pour en discuter, puis aussi, peut-être vous m'apporterez sur le temps du midi vos propres solutions à 2-3 problèmes que j'ai essayé de mettre en avant et de voir comment nous on les traite et comment peut-être vous les traitez. Oui, alors quelques exemples. Bon, bah là, c'est l'Atlas que vous connaissez tous, mais juste dire que on va prendre aussi la couverture. Alors normalement, ça devait s'animer, évidemment, c'est un peu raté. La couverture, le sommaire, etc. Décliner ensuite les cartes d'habitat, la réglementation zone humide, etc. Donc ça fait rapidement des documents de 400 pages parce qu'on est sur des infrastructures linéaires. Donc là, c'est un canal, voie navigable de France. Donc évidemment, on est obligé de faire ça en plein de petites planches. Donc ça fait tout de suite des documents très volumineux. On a aussi tout ce qui est fiches. Donc les fiches, ça va être des fiches d'ouvrages, par exemple des obstacles à l'écoulement, des ouvrages électriques, des sites, etc. Donc vous voyez avec des tableaux, des photos, des cartes, plusieurs parfois, du texte aussi, des commentaires de nos experts. Voilà, je voulais vous montrer, alors je vais avoir beaucoup d'exemples. Ça, c'est un exemple que j'ai fait récemment pour la Seine-et-Marne, sur leurs espaces naturels sensibles. Donc une déclinaison, c'est-à-dire en gros une carte de situation, des informations génériques, un point sur où est-ce qu'ils en sont du parcellaire, de l'acquisition, qui est-ce qui acquiert, est-ce que c'est le département, est-ce que c'est les communes, est-ce que c'est l'agence l'ex-agence des espaces verts, puisque je crois que ça s'appelle Île-de-France Nature maintenant. Voilà, d'autres exemples, les listes d'espèces, comme ça vous a été présenté, avec les statuts listes rouges, régionales ou nationales. Donc essayer de faire des tableaux comme ça. Bon, ça c'était un système de notation spécifique à une étude, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas très intéressant. Des données bibliographiques, donc par exemple les cartes de végétation, donc la phytosociologie dont tu as parlé juste avant. Donc qui sont des cartes, c'est un peu comme les cartes du BRGM, c'est-à-dire si vous n'avez pas de légende, vous ne comprenez pas. Et quand vous avez la légende, vous ne comprenez pas non plus, parce que vous n'êtes pas botaniste et que les noms latins, vous ne comprenez pas. Voilà, mais ce qui est intéressant, ce que je voulais vous montrer, parce que je vais en parler juste après, c'est que, évidemment, d'un site à l'autre ici, la difficulté, c'est que là, je pouvais avoir, une dizaine de végétations possibles, et là, j'en ai 30, donc il faut que la légende, elle change de taille, que la carte change de taille, et évidemment, j'ai qu'un espace A4 pour faire ça, je peux pas agrandir ma feuille spécifiquement pour ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à mettre? Des tables sur toujours de la donnée bibliographique, à quel zonage du patrimoine naturel intersecte le site, quels sont les pourcentages de surface qui sont intersectés, quels sont les sites intersectés, etc. Et puis ça, comme c'est un département, évidemment, il y avait toute une question sur la proximité avec les écoles, les collèges, parce que c'est important dans leur politique de positionner ces sites par rapport aux élèves. Voilà, avec des distances, des nombres, etc. Alors, première chose, il y a pas mal de choses, alors peut-être pas les fiches, mais en tout cas les atlas, on a regardé un peu les rapports, la fonctionnalité rapport, en se disant, oui, évidemment, on va faire un rapport, comme ça on aura un document de 400 pages. Le fait est qu'en fait on ne l'utilise pas, pour 2 raisons. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je vous dis pourquoi on ne l'utilise pas. Après, vous aurez le droit de critiquer. D'abord, parce qu'on n'a pas toutes nos variables dans nos petites expressions. Certaines ne paraissent pas. Et surtout, il n'y a pas la même facilité de prévisualisation dynamique de chaque planche. Donc, on privilégie finalement toujours de faire des mises en page simples en mode atlas. Et ensuite, on compilera au final
Par exemple, PDF SAM, Acrobat Pro, les résultats, voilà. Alors ça implique quoi? Ça implique qu'il faut quand même qu'on pense à la numérotation des pages en amont. Bon, mais c'est pas très compliqué en fait de penser à la numérotation des pages. Il faut juste organiser sur un papier son canevas. Donc pour créer ces atlas, un peu comme tout le monde, on a nos modèles de mise en page ou pas, ça dépend, ça dépend des études. Et puis après on a repris un code, je crois au départ c'est un Dimitri Kislev qui l'avait développé, ça a été repris par plusieurs personnes chez nous à tour de rôle. Je pense que Jules, tu avais dû aussi travailler dessus. Voilà. Donc c'est un petit plugin pour essayer de créer automatiquement un calpinage, c'est-à-dire des planches qui se calent sur une aire d'étude, parce qu'on en a souvent des biscornues, un peu comme celle que je vous présente là. Donc soit on peut faire une grille, ça on arrive tous à le faire avec une petite règle de 3, mais pour faciliter le boulot de nos collaborateurs, on leur évite la règle de 3 et ils peuvent générer leur grille, voire avec certaines propriétés de chevauchement. Bon, ça c'est assez simple, assez basique, mais ça est utile, ça fait gagner un peu de temps. Après, dans les bonnes pratiques, nous on se rend compte que quand même on essaye de travailler au maximum sur un projet QGIS unique pour produire toutes les cartes de notre atlas, toutes nos fiches, pour au moins 3 bonnes raisons. D'abord, avec la gestion des thèmes, c'est très facile dans QGIS, pardon. Oula. C'est très facile d'associer à chaque carte un thème, donc ça c'est vraiment une fonctionnalité puissante. C'est beaucoup plus rapide quand on va faire une mise à jour, parce qu'évidemment, on nous rappelle souvent 6 mois après pour changer un logo, changer une aire d'étude, rajouter 3 données d'inventaire qui ont été faites entre-temps. Donc évidemment, il faut repasser. Il y a l'export en masse possible avec l'extension Map Printer qui permet à partir d'un projet de lancer l'export de plusieurs choses. Les seuls petits points négatifs, c'est éventuellement la complexité du projet, parce qu'il y a beaucoup de couches dans le panneau de couches, et puis le temps de chargement parfois au démarrage du projet. Bon, ça s'est quand même beaucoup amélioré quand on regarde les dernières versions de QGIS, donc c'est plus vraiment un problème. Par contre, alors ça étonnamment, j'ai vu dans un exemple ce matin où on montrait du multipage. Alors ça finalement je l'ai beaucoup fait, puis finalement je suis revenu un peu dessus, c'est-à-dire que maintenant quand j'ai des fiches à faire avec plusieurs pages, généralement je fais une mise en page, une page, et puis la deuxième mise en page, la deuxième page je la fais sa propre mise en page, parce qu'en fait j'ai quand même des temps de rafraîchissement qui sont un peu longs quand on a des documents de 10, 12 pages avec plein de cartes, et parce que la gestion elle reste compliquée des éléments dans le panneau d'éléments, ça fait beaucoup d'objets, alors même si on regarde les attributs et qu'on regarde que c'est associé à la page 2, etc., c'est pas toujours évident, donc ça fait c'est quand même assez lourd à gérer. Voilà, donc en pratique, même si la fonction est en théorie super, je l'utilise pas trop. Voilà. Alors, je voulais faire un focus sur trois petits soucis qu'on a souvent, voir comment on les aborde et comment on essaye de les résoudre, et vous aurez peut-être d'autres idées à nous partager après. La première, c'est éviter les chevauchements sur la carte. Alors, il y a une super fonctionnalité que j'ai découverte par hasard dans QGIS, parce que je n'avais pas vu dans les changelogs. C'est pour une carte, vous pouvez lui dire que, attention, le rendu des étiquettes doit prendre en compte la superposition d'éléments. Vous pouvez éviter que les étiquettes, par exemple, il y ait des étiquettes sous la barre d'échelle. Il y a plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est génial. Mais je voulais aller un peu plus loin et faire la même chose pour carrément la symbo et même comment l'atlas se cale, parce que j'ai des éléments qui vont passer par-dessus. Donc je vais vous montrer 3 stratégies que j'utilise régulièrement. Alors la plus simple, parce que c'est la plus rapide à mettre en œuvre, c'est au lieu de faire une carte, vous en faites 2. Donc votre première carte, elle est classique et elle est contrôlée par l'atlas. Donc vous mettez une marge, ce que vous voulez, 10%, ce que vous voulez, mais donc vous êtes sûr que sur chaque entité de votre atlas, là ça se cale bien. Et puis en fait, en dessous, vous mettez une deuxième carte, un tout petit peu plus grande, alors soit avec un espace sur le côté, un espace en dessous, peu importe, vous lui laissez plus d'espace. Et ensuite, dans les expressions, vous demandez à cette carte inférieure de récupérer l'échelle et le coin en haut à gauche, en haut à droite par exemple ici, de cette carte. Et ça permet, si je montre l'exemple d'après, très facilement de faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 2 cartes, mais on pourrait donner l'impression à l'utilisateur qu'il n'y en a qu'une, parce que là, on voit bien la continuité du fond de plan. Et celle-là, elle est contrôlée par l'atlas, donc elle se cale bien sur mon objet. Et là, ça me laisse toujours de la place, du fond perdu, sur lequel je peux faire apparaître d'autres objets. Donc ça, je trouve que c'est quand même ce qui marche le plus... Je ne sais pas si j'ai été clair, mais ça
répond assez bien à pas mal de situations, surtout quand on veut mettre beaucoup d'infos là par-dessus les éléments cartographiques. Alors quand j'en ai un peu moins, par exemple quand j'ai juste je sais pas, une barre d'échelle, une flèche du nord, 2-3 petits éléments, ce que je fais souvent c'est de mettre plusieurs fois l'objet dans ma mise en page. Et en fait, je vais décider, selon les entités de l'atlas, si c'est celui-là qui va être rendu en export ou celui-ci. Alors, soit vous utilisez le rendu, soit vous utilisez la transparence. Alors, l'avantage d'utiliser la transparence, c'est que quand vous allez jouer votre atlas avant même l'export, vous allez voir l'effet que ça fait. Donc, je peux essayer d'aller choisir les entités, par exemple ici, pour que, je sais pas, il y ait 3 valeurs de mon atlas où c'est celui-ci qui soit affiché, et évidemment la condition inverse pour que ça soit lui qui soit affiché. Bon, mais là je le sélectionne à la main, donc alors après je m'étais dit mais on peut ne pas sélectionner à la main, on peut peut-être essayer de faire ça intelligemment. Donc là c'est un autre exemple où je me suis dit ben voilà, dans cette mise en page je mets 2 fois mes blocs, donc ça sera soit ça qui va apparaître selon les entités. Mais en fait, je vois qu'ici, c'est un objet d'à peu près 400 mètres, puisque l'échelle me le dit, donc 400, allez, sur 150. Donc en fait, je regarde si un bloc ici de 400 sur 150 intersecte ou pas mon aire d'étude, mon objet. Et si ça l'intersecte, eh ben, ça veut dire que ce n'est pas lui qu'il faut afficher, mais c'est l'autre. Voilà. Donc, ça marche. Voilà. Attendez, je l'ai mis 2 fois, donc voilà, ça va faire voilà, 2 exports. Et ce qui m'évite sur s'il y a beaucoup de planches, plutôt qu'aller noter tous les numéros où il pourrait y avoir ce truc-là, ça permet de le détecter. Voilà. Bon, ça c'était mon premier challenge. Ah oui, alors soit dit en passant, ça permet, ça c'est très pratique, le rendu aussi, quand vous avez un zoom. Par exemple, ça c'est le zoom de cette petite zone-là. Évidemment, vous ne voulez afficher ce zoom que quand ça est visible dans votre planche. Et donc, c'est un peu le même principe, c'est on détecte quand est-ce que cette emprise-là, elle intersecte l'emprise de Atlas Géométrie, et à ce moment-là, lui, il est visible. Par exemple, ça c'est pratique. Voilà. Là, pour ce challenge, sinon, alors il y a une déclinaison, je passe rapidement dessus, c'était plutôt que dupliquer les objets, en mettre qu'un seul, mais cette fois-ci, mettre mon même système d'expression sur les positions. Finalement, j'aime moins parce que je trouve que le code est plus dur à maintenir, même si on voit bien ce que ça fait. Voilà, il faut quand même rentrer les valeurs directement dans les expressions de position, ce qui n'est pas toujours simple en fait à maintenir. Mais bon, ça marche aussi. Voilà. Deuxième petit challenge, c'était les positions et les tailles. Donc il y a beaucoup d'objets qui peuvent déborder, notamment les textes, les tables, etc. Et quelle taille, quelle hauteur leur attribuer et quelle position pour les éléments suivants. Bon, ben là, pareil, toujours avec les expressions. Donc, soit essayer d'évaluer la taille du contenu. Donc, par exemple, pour un champ texte, d'évaluer quelle taille mon texte va refaire, et donc avec une valeur moyenne de nombre de caractères par ligne, etc., je peux trouver la hauteur. Et donc, de surcroît, je peux trouver la position de l'élément suivant qui va être là, là ou là-bas. Voilà. Pour les tables, c'est encore un peu plus simple. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que là, la table, elle descend ici, donc mon élément suivant, il est là, alors que là, elle est plus petite, donc mon élément suivant, sa position, je peux la remonter pour gagner un peu de place. Là, je le fais avec des aggregates pour... Ah, il y a un petit epsilon, pardon, qui s'est mis, qui ne devrait pas être là. Avec des aggregates sur la table pour voir combien il y a de lignes dans ce tableau. Et du coup, je peux faire varier mon objet. Ça, c'est pratique. Et puis, alors, il y a une autre... Pour les légendes, en fait, leur hauteur peut s'adapter automatiquement au contenu, ce qui n'est pas le cas des tableaux et des textes. Donc, là, c'est beaucoup plus simple, parce que la hauteur, elle va directement prendre en fonction du nombre d'espèces, dans ma légende, par exemple, ici. Sauf que, pour positionner l'élément d'après, et ben ça, en tout cas en 3.34, ça ne marche pas. C'est-à-dire que je ne peux pas récupérer l'objet, la position directement de l'objet, la hauteur, pardon, de cet objet, même si je le vois s'afficher. Une minute. Ok, je me dépêche. Si, je fais attention à toi. Voilà, donc ben là on est recours à des petits codes Python pour créer la variable qui récupère la hauteur. Je me rends compte que j'aurais dû faire un atelier en fait. Ouais, voilà. Après les gens sont captifs, on ferme les portes.
Voilà, bon, ça c'était le dernier. Donc, mais je peux, en fait, là c'est un petit peu plus optimisé parce que je peux récupérer finalement la hauteur avec une fonction Python. C'est ça que je voulais dire. Et donc sur les légendes, ça marche un peu mieux. Allez, dernier point, j'en arrête là. Les diagrammes, c'est pas une fonction native des mises en page de QGIS. Donc il y a dataplotly, je suis sûr que vous utilisez tous. Et puis on a essayé d'autres choses, les diagrammes de couches et les recours au bloc au code SVG dans un bloc HTML. Donc dataplotly, je me dépêche. Très bien, c'est la plus large typologie de diagramme disponible à ma connaissance. Le problème, c'est que personnaliser graphiquement le diagramme, c'est compliqué. On a des clients qui nous disent oui, mais je voudrais que ça soit un peu plus comme ça, comme ci. Et je me suis retrouvé bloqué plusieurs fois, notamment pour ne pas faire afficher des titres, masquer les étiquettes. J'ai pas réussi. Donc j'ai exploré d'autres choses. L'astuce de mettre un diagramme, donc une carte pour faire un diagramme, c'est-à-dire que vous faites une carte dans laquelle il y a uniquement de visible, il n'y a plus de symbologie, il n'y a plus de fond de carte, il y a juste le diagramme de l'objet que vous voulez voir. C'est tout bête, mais ça marche. Bon, ça fait que les camemberts, les barres, etc. Et puis, le dernier que j'ai utilisé, voilà, le code, il est un peu plus imbitable. Mais si vous vraiment voulez aller au bout... Voilà, donc, je m'arrête. Mais le SVG, c'est quand même ce qu'il y a de plus puissant, mais c'est un peu... Voilà, ça fait des lignes un peu lourdes. Voilà, c'est tout, j'arrête. Merci beaucoup pour cette présentation et d'être rentré dans le timing. Alors, pendant que, si vous avez des questions, levez la main, c'est le moment. Voilà, il y en a une. Et pendant que le micro arrive, on me demande d'annoncer un magnifique QR code. Le troisième, qui est pour les attestations de présence, c'est ça? Ok, je ne sais pas où il est. Ok, il sera affiché dans l'espace, très bien. Question. Oui, merci beaucoup, c'est très intéressant, on a appris beaucoup de choses. Donc, première question, c'était est-ce que tu prévois de faire un atelier l'année prochaine? Voilà. Et l'autre question, est-ce que toutes ces expressions et autres qui peuvent, à mon avis, être génériques et utilisables pour beaucoup de personnes, tu as prévu de les mettre dans la documentation, tutoriel et autres, puisque à mon avis ça intéresserait beaucoup de monde. Ok. Mais je serai là demain aux différents ateliers. Je te conseille, réponds oui. Le meilleur moyen de partager ça, parce que c'est, comment vous appelez ça les développeurs, des snippets là? C'est-à-dire c'est pas vraiment des plugins, c'est juste... tu vois le bout de XML SVG que tu as mis à l'écran? Voilà, mais en mieux présenté. D'accord. Bah quoi, non mais c'est pas méchant. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour, Jean-Pierre Dulot, président de l'ASA Ouest Ventoux. On gère un périmètre d'irrigation de réseau sous pression. Donc là, on a besoin de produire un atlas sur 4 communes. Donc le calpinage, là, ça m'intéresse. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis à disposition, un plugin à disposition, ou est-ce que c'est prévu dans vos développements futurs? Alors l'original, on est reparti, je crois qu'il est sur Git, j'avais mis le lien dans la présentation, et notre version, je crois qu'on va la mettre prochainement en ligne aussi, c'est ce qui est prévu. Voilà. Mais c'est une petite amélioration par rapport à ce qui existait déjà, mais il n'y a pas l'essentiel du code est déjà en ligne. D'autres questions? Oui, il y a la fin qui arrive. On me dit qu'il y a une paella, c'est ça? Paella? Non? Deux? Ah, il n'y en a que deux? Bon. Ok, la normale et la végétarienne. Bien, écoute, merci à toi. Avant de partir, ne vous levez pas tout de suite, j'ai quelques infos. Je vous rappelle que nous nous retrouvons ici avant 14h. C'est 14h, c'est assis. Et cette fois, on démarrera vraiment à l'heure. C'est important. Si je crois qu'il y a des petits prérequis à installer, essayez de choper Guilhem, le présentateur. Il a des petites choses à vous faire installer avant pour passer la première conf en toute sécurité. Une dernière annonce. Je relance pour les mugs. Sachez que s'il y a un code promo avec J'aime Nicolas Roland, tout en majuscule, par contre,
je vous les pèle pas, c'est un peu chaud. Si vous en prenez 3, le seul c'est 10 €, si vous en prenez 3, c'est 30 € et vous avez une affiche gratuite avec. Alors, on n'est pas bien là? Merci et bon appétit!